J'avais fait 3 ans d'apprentissage à Rennes. Alors 3 ans d'apprentissage, donc on est 3 semaines, on passe un petit peu par tous les métiers, puis après on choisit notre métier, mais en même temps, selon les notes, on nous oriente aussi vers un métier, quoi. Et donc j'étais en confection. Donc j'ai eu mon CAP confection et en même temps CAP art ménager. Et donc je suis revenue à Fougères après mes 3 ans faits. Et là, je ne suis pas rentrée directement chez Cyclone, je suis rentrée chez Melser. Un mois, je suis restée qu'un mois. C'était une entreprise qui faisait les vêtements de pêche. Donc les chapeaux, les cuissardes, les vêtements de pêche quoi, pour les pêcheurs, les marins. Et puis c'était des cadences très 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 rapides. Donc il fallait qu'en un mois, on soit déjà compétitif pour le rendement. Sauf que moi, pendant 15 jours, ils m'ont mis au raccommodage de bâche. Donc du coup, j'ai perdu 15 jours pour me mettre à la rapidité, quoi, si on peut dire, et aux vêtements. Et donc du coup, ils ne m'ont pas gardé. Et là-dessus, je suis rentrée donc chez Cyclone. Donc c'était en 60. Alors, excusez-moi, du coup, vous aviez quel âge quand vous êtes parti en apprentissage? Ah ben, j'avais 14 ans. Donc de 14 à 17 ans. Ce qui fait que quand j'ai pris ma retraite, donc la Sécu, quand elle a fait le dossier, elle me disait: mais qu'est-ce que vous avez fait de 14 à 17 ans? Vous n'avez rien fait alors. J'étais en apprentissage, mais pour eux, j'avais rien fait. Ça a été compliqué de le faire admettre. Donc voilà, c'était juste le petit truc. Et donc à 17 ans, je suis sortie en juin. Donc j'avais eu 17 ans au mois d'avril. Je suis rentrée en août chez Melser et en septembre chez Cyclone. Et chez Cyclone, j'ai fait 13 ans. J'ai fait 13 ans, j'ai arrêté à mon 3e enfant. Donc, C'était quel type d'entreprise? alors là, c'était que des vêtements, des imperméables. Principalement des imperméables, oui, c'était principalement ça. Et votre travail consistait en quoi? Alors, je suis passée par plusieurs postes. J'ai été donc piqueuse et je suis aussi passée à la vérification des tissus. Donc, il fallait vérifier les défauts dans le tissu. Donc, il fallait sélectionner. Quand on trouvait des défauts, il fallait mettre de côté. Et il y avait une personne qui passait, superviser, dire ce qui passait pas. Et au bout d'un certain temps, c'est moi qui suis passée superviseuse, quoi, pour décider de ce qui allait, ce qui n'allait pas, et faire le pourcentage de pertes. Donc on travaillait pour pas mal de boîtes, en fait. On a travaillé même pour Blisan à Paris, tout ça. Et ben, Blisan Cyclone, donc on avait notre marque, nous aussi. Et puis on a aussi travaillé pour les Russes, qui étaient très très exigeants. Donc avec eux, il n'y avait pas grand-chose qui passait. En fait, dans cette entreprise, quand vous êtes rentré, il y avait combien de personnes qui travaillaient? 450 ou 500. Je crois que c'est 500 à l'époque, et après c'est passé à 450. Il y avait la même entreprise, il y avait aussi à Louvigné du désert, à Dole de Bretagne, et à Avranches, et Paris. La maison mère, c'était Paris. Donc c'était une petite entreprise à Paris. Et on avait à Fougères un autre petit endroit, rue du Stand. Nous, on était rue Kléber. Et après, au bout de plusieurs années, toute la rue du Stand est devenue rue Kléber. Donc vous êtes resté 13 ans dans cette entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 13 ans? J'ai eu mon 3e enfant, je ne suis pas revenue. Donc, Alors, excusez-moi, du coup, ça signifie que vous avez quand même eu 2 enfants tout en continuant à travailler, oui, vos 2 premiers enfants. voilà, oui. Ça se passait comment à l'époque pour les femmes? Ah ben, à l'époque, nos enfants étaient en nourrice et souvent la semaine. À la semaine à l'époque. Donc on ne les prenait pas forcément tous les soirs. Donc dès que notre fils est né, nous, il était chez ma belle-mère. Ma fille, la deuxième, elle était chez une tante parce qu'elle était assistante maternelle. Puis à mon 3e, donc je suis restée.
Alors, est-ce que vous pourriez essayer de me décrire un peu de vos journées habituelles de travail pendant la semaine? À quelle heure votre journée démarrait et comment elle se Ah déroulait? ben, souvent 6h30, hein, même avant des fois, parce que, euh, bon, moi j'ai commencé en 60, mais je me suis mariée en 63. Et de 60 à 63, ça se trouvait qu'à l'époque, on avait beaucoup d'heures supplémentaires. Donc souvent, je commençais à 7 heures le matin. 7 heures le matin, 7 heures le soir, quelquefois midi, et le samedi matin. Et on a eu une année ou deux, ça nous arrivait même de faire 6 heures, 13 heures le samedi matin. Et cette année-là, d'ailleurs, j'étais tombée malade, moi, par trop de fatigue, parce qu'en plus, j'avais le trajet à pied. Donc, il y avait bien au moins 2,5 km. Donc voilà, Et, donc on se levait tôt. Et quand on avait les enfants, bah, c'était pareil, donc on se levait tôt. Donc souvent on le mettait bah, le dimanche soir, parce qu'on se levait très tôt. Et puis bah, on allait les voir dans la semaine, et puis on les reprenait le vendredi soir. Et quand notre fille a été en nourrice, le grand était à l'école, donc on le récupérait tous les soirs, donc en fait, forcément. vous passiez votre temps un petit peu à courir. Oui, voilà, c'était ça, oui. Et faire les courses aussi en fin de semaine. Moi, je me souviens quand souvent le vendredi soir, j'avais les 2 sacs de courses et les gamins accrochés au sac de courses. Euh, chez Cyclone, en fait, les gens étaient payés comment? C'était au rendement? C'était comment ça Alors, fonctionnait? c'était pas au rendement, c'était à l'heure, mais il y avait une prime de rendement. Donc, il fallait quand même faire le rendement, parce que si on faisait pas le rendement, on était un peu pénalisé. Et puis quand on commençait à faire le rendement, ben, il revenait chronométrer, puis resserrait un peu les temps, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette question des chronométreurs? Et vous l'avez toujours connu? Oui, je ne l'ai pas toujours subi, mais je l'ai connu, oui. Alors, comment ça se passait? Ah ben, le chronométreur venait, et puis il en chronométrait plusieurs, et puis après il se fixait sur la plus rapide. En principe, il aurait dû se fixer sur la plus moyenne, mais des fois il se fixait sur la plus rapide. Donc, ça signifie que les autres ouvrières, Ben, fallait, fallait voilà, suivre. soit les suivre, ou elles étaient pénalisées, quoi. Donc ben, déjà, il n'y avait pas la prime, et puis des fois on les changeait de poste. Ça leur plaisait pas. Est-ce que ça créait des tensions, ça, entre Le personnel, ben, des fois oui. Des fois oui, forcément. Parce qu'il y en avait qui étaient d'elles-mêmes assez avantageuses, et d'autres moins. Donc forcément, celle qui était avantageuse n'était pas toujours, n'était pas toujours bien vue. Ça dépend, euh, ça dépend. quand vous êtes rentré dans cette entreprise, vous avez l'ambiance que vous avez sentie, découvert au début, c'était comment? C'était Ben, il y a beaucoup de surveillance. Parce que forcément, il y a une contre-maîtresse par service. Et puis tout est vérifié, tout est calculé. Faut pas parler, faut pas être trop longtemps aux toilettes. Il y a des trucs comme ça, quoi. donc, en fait, vous vous sentiez, oui, vous vous sentiez surveillé. Ah bah oui, quand même, oui. Ce qui fait Ouais. que par exemple, vous avez, pendant les 13 années où vous avez travaillé dans cette entreprise, vous êtes lié d'amitié quand même avec certaines personnes. Ah C'était bah oui, oui, quand même, oui. Ah oui, parce qu'on avait quand même les collègues qui étaient à côté de nous, puis on subissait les mêmes choses, en fait. On subissait les mêmes choses. Moi, souvent un peu plus, parce que, bon, j'étais déléguée, donc... Alors donc vous êtes venu comment en fait au mouvement syndical, je dirais. Écoutez, déjà, mon père, je l'ai toujours connu syndicaliste, déjà. Et quand je suis arrivée à l'usine, il y avait déjà ben, des femmes qui étaient
syndiqués, délégués, et qui connaissait aussi mon père. Quand ils m'ont vu arriver, il dit: toi, tu vas un peu nous aider, quoi. Donc voilà. Donc ça a commencé que seulement je collectais les cotisations syndicales, donc avant, après le travail, surtout pas pendant. Donc voilà, puis après, il y a des choses qui se font un peu naturellement parce que des fois il y a des problèmes à l'usine, quoi. Et puis le directeur fait venir le personnel au bureau. Je me rappelle une année, on avait réclamé un rappel de, c'est quoi, rappel congé payé ou heures supplémentaires. Enfin, la direction nous devait à toutes entre 50 et 100 francs à l'époque. Donc forcément, on réclamait Donc dans nos revendications, on remettait toujours cette chose qui revenait tout le temps. Et donc à la longue, ça a commencé à lui prendre la tête, évidemment. Et donc comme ça l'énervait beaucoup, à un Noël, il y avait plusieurs personnes qui avaient demandé des permissions pour Noël. Alors moi qui en demandais jamais, cette année-là, j'en avais demandé une. Pour partir un peu plus tôt, on devait aller à Paris. Et donc, du coup, il faisait venir dans son bureau, le directeur, les personnes qui avaient demandé des permissions, mais par service. Et il leur expliquait que s'ils supprimaient les permissions, c'était à cause de nos délégués mauvaises qui réclamaient des choses qui n'étaient pas dues. Alors, bon, comme moi j'avais demandé permission aussi, j'ai été aussi convoquée, mais pas avec les personnes de mon service, parce qu'il se trouvait qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai été convoquée en même temps que les personnes d'un autre service. Et là, à cette époque-là, j'étais que déléguée suppléante. Et je n'ai pas... Donc forcément, j'étais vivement attaquée devant tout le monde, quoi. Et je n'ai pas pensé que je pouvais demander l'assistance d'une autre déléguée. Je l'ai oublié, ce truc-là. Et donc, je me suis défendue toute seule, en fait. Et là, je me dis, si je n'insiste pas sur ce qu'on demande et qui était vrai, donc, forcément, vu que j'étais suppléante, j'aurais pu ne rien dire, quoi. Mais je souhaitais pas que ça se passe comme ça, parce que là, j'ai dit, du coup, les filles, elles vont dire, mais c'est quoi nos délégués ? Et donc, du coup, je me suis débattue et j'ai dit, mais si on vous le demande, c'est que vous nous le devez. Donc, forcément, on ne va pas demander pendant X temps quelque chose qui ne nous est pas dû. Alors là, du coup, j'en ai pris plein la figure. Donc, l'histoire de mon père est revenue donc, sur le tapis, que mauvais syndicaliste, ceci, cela, quoi. Que de toute façon, il travaillait dans une boîte qui travaillait pas bien. Enfin, c'était une boîte de bâtiment. Donc, je m'en suis pris plein la tranche, mais moi, il me dit, je pourrais vous mettre l'inspecteur du travail sur le dos. Et j'ai dit oui, mais quand bien même que ce serait le pape, ça ne changerait rien. Ah ben là, ça a été horrible. Donc du coup, je me suis fait incendier, donc il a renvoyé tout le monde. Et puis finalement, il a accordé les permissions et il leur a bien dit, c'est pas à cause de vos délégués, c'est bien parce que je pense à vous et pas à vos délégués. Donc voilà, et après il m'a fait revenir à part, après toute seule, et il m'a dit que c'était inadmissible qu'à 22 ans et demi, on puisse répondre comme ça à un patron. Donc voilà. On a eu gain de cause, mais au bout de encore bien longtemps, finalement, on a eu la permission accordée, parce qu'en fait, il était un peu coincé. Il faut avoir du cran quand même pour... Ah ben, je peux vous dire qu'on tremble. Quand on avait des réunions avec le patron, moi je m'approchais tout près du bureau, pour pas qu'on voie mes genoux, parce que j'avais les genoux qui faisaient les castagnettes tellement je tremblais, quoi. C'était... Il m'a fait piquer des crises de nerfs. Hein. Une semaine, il nous convoquait tous les jours, même des fois 2-3 fois dans la journée. On n'en pouvait plus. Simplement pour vous mettre la pression, quoi. Oui, voilà. Ah ben, il y avait beaucoup de répression, et beaucoup de répression invisible aussi. Alors, ce qui fait que, forcément, on n'avait pas beaucoup de gens à vouloir se syndiquer. Par contre, quand il y avait les élections du personnel,
c'est secret. Donc là, on avait le paquet des voix. Donc en fait, les gens avaient un peu, enfin, craignaient d'afficher leur. Voilà. Mm. Euh, les revendications syndicales portaient sur quoi, en fait, sur quel point? Ah ben, l'augmentation de salaire tous les ans. Les, les conditions de travail aussi. Ben, des fois, le rendement, parce que quand même, c'était un petit peu aussi abusé, quoi. Et puis, c'est pareil, pendant des années, là, ils nous faisaient rattraper un. Il y avait toujours des heures supplémentaires à récupérer. Ils ne payaient jamais les heures supplémentaires parce qu'il y avait toujours des jours à récupérer, un jour férié, un pont, un ci, un ça. Et finalement, on ne voyait jamais nos heures supplémentaires. Donc, ça a demandé des années, mais on a réussi à se mettre à jour, à repartir à zéro. Alors, je reviens un peu sur le début. Du coup, vous êtes rentré en 1960. 60. 60. Donc, vous étiez à Fougères en 1968. Oui. Donc, vous gardez quel souvenir de cette période-là? Ben, moins de souvenirs que j'aurais dû en garder. Parce qu'en fait, mai 68, j'étais à la maternité. Donc, les manifs, j'en ai fait, mais j'en ai aussi évité parce que c'était un peu violent. Donc, je tenais quand même à garder mon bébé, quoi. Parce que ça se terminait pas toujours très bien. Vous perceviez quoi de ce qui se passait à ce moment-là? C'est-à-dire que la population était avec nous quand même. Et tout le monde était dans la rue, en fait. Tout le monde. Mais bon, il y avait aussi des entreprises qui combattaient contre nous et qui venaient dans la rue un petit peu, je dirais pas armés, mais bon, avec des maillets, des trucs comme ça, quoi. Alors, enfin, c'était des employés de ces entreprises qui étaient envoyés par les patrons, comment? Je sais, j'ai plus trop le souvenir parce que je n'y étais pas. Je crois qu'il y avait les patrons. Et parce que je me souviens un de mes frères est venu me voir à la maternité. Alors c'est pareil, à la maternité, bon bah, à l'époque c'est chambre à trois. Alors il y a les pour, il y a les contre. Alors les discussions pendant les visites, je vous dis pas. Et donc il y avait des gens contre dans ma chambre. Et après j'avais mon frère qui arrivait et mon autre frère aussi, et qui arrivait, qui boitait, qui avait pris lui le coup de maillet. Donc c'était un petit peu ça, quoi. C'était tendu quand C'était même. tendu, oui. Très Et tendu, oui. donc les gens qui manifestaient, en fait, c'était quoi leur espoir à ce moment-là? Eh ben, le pouvoir d'achat, surtout. Parce que c'est bien en 68, je sais que ça. Mais c'est vrai que c'était tendu. Parce que je me souviens, mon père qui était très syndicaliste, et d'autres, parce qu'il n'y en était pas tout seul quand même. Et je me rappelle à des manifestations, il y avait des barrages un petit peu partout en ville. Donc il y en avait un boulevard de Rennes, et j'avais une tante qui était sa sœur à mon père qui revenait d'un rendez-vous de Rennes. Et il lui dit, toi comme les autres, tu passes pas. Et ma tante, elle était forcément outrée de ce truc-là. Et finalement, au final, après, elle lui dit, enfin, les temps d'après, les mois d'après, on va dire, elle lui dit, mais t'avais raison. Et donc, et après, elle était même, je vous dirais, aussi syndicaliste que mon père. Les gens imaginaient que ça allait durer longtemps? Comment? Ben, et surtout, il voulait aller au bout. Il voulait aller au bout, je pense. Alors le bout, c'était quoi? Ben, obtenir, ben oui, ce qu'il voulait quand même. Bon, et finalement, ça n'a pas duré, on va dire, si longtemps que ça. Non, Et après, chacun est reparti. oui, mais il y a eu les accords aussi. Il y a eu les accords, c'est que ça a quand même changé beaucoup les choses. Le SMIC avait quand même vachement augmenté. Les retraites avaient augmenté. Si les retraités se sont mis à voyager, c'est après ça. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas. Vous, de votre point de vue, vous vous êtes dit, on a quand même gagné pas mal de choses. Bah oui, quand même.
Mm. Et du point de vue des idées, l'avancement des idées, puisque c'était aussi une période où les gens parlaient peut-être plus qu'avant, échanger entre eux. Vous avez assisté ça un peu à une libération de la parole? Oui, un peu. On ne va pas dire non plus que les gens se sont tous syndiqués, hein, pas du tout, hein. Il y a eu comme avant, il y a eu des moments de plus, des moments de moins. D'ailleurs, après, quand il y a eu la fermeture des usines de chaussures Réo, par exemple, il y avait des pour, il y avait des contre, hein, et pourtant, ça a manifesté beaucoup, hein. Et là aussi, il y avait de la surveillance, hein. Vous vous êtes tenu à distance à ce moment-là, parce que ça a duré longtemps quand même, Réau, Ah ben, l'occupation. Réo, on a toujours soutenu. On a toujours soutenu. Donc en fait, vous alliez physiquement participer à Mm, des... mm. Vous vous souvenez un peu de... Oui, je me souviens d'une certaine manifestation. Il y en a eu plusieurs, hein, mais surtout une où une fille a perdu son œil, donc par les grenades. Donc oui, c'était violent quand même. Il y avait beaucoup les grenades lacrymogènes, ça fumait de partout, quoi. Et j'ai une amie qui est arrivée cette année-là, c'était en 76, à Fougères. Ils n'étaient pas de la région avant. Elle a dit, mais ça pète de partout ici, quoi. Mais en fait, après, ils étaient avec nous, aussi. À cette époque, vous étiez plus en activité? Non, D'accord. Mais vous avez quand même suivi... euh, c'était juste la période, parce que j'ai arrêté en 73 et j'ai repris activité assistante maternelle en 77. Donc j'ai juste un petit peu élevé mes enfants, puis après j'ai été assistante maternelle. donc du coup, ensuite, vous avez quitté Le vêtement. le vêtement et l'industrie, je dirais. Oui, et puis de toute façon, il fallait vraiment que je change carrément de métier, parce que de toute façon, comment dire, ma réputation était faite. Donc le patron m'avait dit bien des fois, de toute façon, le jour où vous serez plus là, le téléphone arabe marche. Donc ça veut dire on vous aurait barré un peu Ouais, l'accès à l'emploi. dans les autres... Mm, Et ça fonctionnait comme ça? oui. Ah, pour les délégués, les fortes têtes, sûrement, oui. Mon père a été très longtemps aussi sans travailler après l'affaire Martineau. Alors par contre, excusez-moi, mais je suis pas... Martineau, c'est une entreprise de bâtiment. Et donc, ben oui, c'est pareil, c'est une entreprise de bâtiment puis qui était, comment dire, un- assez pilote dans ce qu'ils avaient obtenu dans les revendications, quoi. C'est peut-être là que c'était où il y avait le plus de compréhension, on va dire. C'était quelqu'un qui était apparenté à la famille Réau. Donc voilà. Et donc, par contre, moi, quand je suis partie en congé maternité, bon, je savais ce qui m'attendait. Donc, bon, si je revenais au bout de 3 mois, je revenais au bout de 3 mois après le congé maternité. Ça, c'était d'accord. Il ne pouvait rien faire. Et moi, je voulais prendre une disponibilité avec mes 3 enfants. Je préférais prendre une disponibilité. Donc, au bout d'un an, je n'ai que priorité d'embauche. Il n'est pas obligé de me reprendre. Il n'est pas obligé de me reprendre. En même temps, il ne peut pas embaucher quelqu'un d'autre avant moi. Donc moi, je savais que j'allais pas revenir. Mais pendant un an, je lui ai dit que j'allais revenir au bout d'un an. Et comme ça, j'ai dit, tu m'as bien embêté, chacun son tour, du coup. Et au bout d'un an, j'ai dit que je revenais pas. Donc voilà.
Donc, du coup, après, vous avez suivi une formation comme d'assistante maternelle. Comment ça s'est Oui, passé? oui, parce qu'à l'époque, justement, ça venait de se mettre en route, l'association d'assistantes maternelles, parce qu'avant, les assistantes maternelles, c'était un petit peu chacun fait ce qu'il veut. Que là, il y avait une association qui était mise en route depuis très peu de temps. Donc, moi, je suis rentrée là. Et puis, effectivement, il y avait des formations, mais ça a été compliqué aussi au début parce que les assistantes maternelles qui avaient toujours fonctionné comme ça avant, elles disaient quand même, il ne faut pas nous apprendre à s'occuper des gamins. Ben si, il y a des choses qu'on apprend toujours. Donc voilà. Et alors, du coup, vous avez exercé ce métier-là dans quel cadre? Dans quel cadre? C'est-à-dire, vous occupiez des enfants à domicile ou dans Oui, des crèches? non, à domicile, D'accord, à ouais. domicile. Mm. Et alors, vous occupiez des enfants de vos anciennes collègues ou pas forcément? Non, ça s'est pas trouvé. J'ai juste fait comme mon petit neveu à une époque où sa nourrice à lui était en arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai même dû faire, là j'ai dû le faire gracieusement, quoi, parce que c'était mon neveu, donc c'était qu'une semaine ou deux, donc voilà. Donc j'ai fait ça, et puis d'ailleurs je crois bien que je l'ai fait, je n'avais même pas accouché de mon troisième, vous voyez, c'était juste avant. Et ce n'est que après, qu'en 60, parce que mon troisième il est de 73, et je n'ai commencé moi qu'en 78. Oui, c'est ça, 78, presque en 78. Et là, donc, je suis rentrée direct dans l'association. Donc voilà, puisque c'est pareil, les prix avant c'était un petit peu chacun fait ce qu'il veut aussi, que là il y avait des choses d'établies et tout quoi. Il y avait un cadre un peu plus. Voilà, ah Voilà. oui, 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 si c'était bien quoi. Et alors, et vous avez terminé votre carrière comme assistante maternelle. Non, parce que on a eu un souci de famille. Euh, ben, on a perdu un fils tout simplement. On a perdu notre fils aîné. J'étais assistante maternelle et j'avais à l'époque des jumeaux à garder. Et la maman voulait que je les garde jusqu'à 3 ans. Elle ne voulait pas les mettre à l'école avant. Et il me restait juste 3 mois. Et notre fils était donc dans le coma. Et donc, on ne savait pas l'avenir, quoi. Et donc, la maman, elle a préféré que je continue à garder, même si j'allais à Rennes 2 fois par semaine voir mon fils, du moment que la personne qui me remplaçait soit chez nous et non pas mettre les enfants quelque part ailleurs, qui restent dans leur cadre. Et elle avait raison. Et donc, soit j'avais une amie, soit j'avais une sœur, voilà, 2 fois par semaine. Mais malheureusement, ça s'est pas solutionné sur ces 3 mois-là. Donc il restait 3 mois à faire. Donc, j'ai fini les 3 mois. Puis après, j'ai changé de boulot. Parce que je pouvais pas reprendre les enfants et ne pas être là, quoi. Donc, j'ai changé de boulot. Et donc, j'ai pris voilà, ce qui se trouvait sous la main. J'ai été femme de ménage le matin pour pouvoir aller l'après-midi, voilà. Puis j'avais les autres enfants à l'école. Puis mon mari était sur la route. Et puis bon, ça a duré 15 mois. Et puis il y a eu un décès quand même. Donc voilà ce qui a fait qu'il a tout changé, quoi. Enfin, de toute façon, je pense pas que j'y serais restée parce que je pensais le faire la période que les enfants étaient encore jeunes. Et puis après, j'aurais essayé de retrouver un métier à l'extérieur, quoi. Mais là, j'ai pas eu le choix de ça, quoi. Donc voilà, donc j'ai été femme de ménage. Et puis après, bah, je suis tombée malade. J'ai eu une histoire de thyroïde, ça s'est pas bien passé. Et finalement, j'ai été 2 ans en maladie, quoi. 2 ans en maladie, 2 ans chômage, dépression, 6 ans de traitement, et demi, 6 ans et demi. Et puis voilà, donc il faut repartir sur de nouvelles bases. Et donc après, j'ai été, j'abrège beaucoup, hein, parce que j'ai été secrétaire médicale en fait. Mais je n'avais aucun diplôme là-dessus, quoi. Donc j'ai fait des formations de comptabilité, de secrétariat, tout ça. Mais médical, non, je suis rentrée chez un médecin qui m'a beaucoup appris. Mais au bout de 3 ans, il est décédé. Et donc, du coup, après, j'ai été
au centre thérapeutique de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire c'est un cabinet de pédopsychiatrie qui dépend de Guillaume Régnier à Rennes, de l'hôpital psychiatrique de Rennes. Et là, j'ai fait 7 ans. 7 ans en contrat, qui était dans la balance tous les ans. Et puis ça l'a fait quand même, jusqu'à la retraite. Donc ça a été un parcours quand même très découpé Oui. et puis semé d'embûches, quoi. J'ai eu du mal à retrouver un travail quand même. Parce que dans l'état de santé où j'étais même quand j'ai commencé, parce que la Sécu, au bout de 2 ans, elle m'avait remis, elle m'avait rayé de la Sécu parce que après c'était longue maladie, ne voulait pas. J'étais absolument pas en état. Mais quand j'allais à la Sédic, elle me disait, vous êtes sûr que c'est pas à la Sécu que vous devriez être? Je dis, écoutez, il faudra aller leur expliquer parce que moi, je m'écoute pas. Et donc, ça a été très compliqué. Et j'ai fait un stage de comptabilité pendant 5 mois avec un traitement d'antidépresseur, mais un truc de drogué, carrément, quoi. J'arrivais pas à me rappeler. Et j'ai quand même réussi. Mais c'est dur. Et j'ai refait un autre stage après de réorientation, où là, c'est l'organisateur du stage qui me barrait la route. Alors j'ai dit, là, c'est le pire que tout, quoi. Durant toute cette période-là, donc a suivi en fait votre départ de l'entreprise pour votre troisième enfant. Après cette période-là, vous êtes resté en lien avec le monde de l'usine, Oui, avec un petit le peu, monde parce que syndical? oui, j'ai continué à participer à des conseils syndicaux, justement pour mettre en place l'obligation enfin, comment dire, de ne pas perdre son emploi, même si on prenait 1 an de congé maternité, quoi. Partant de votre exemple. Voilà. Et alors donc vous avez réussi à... Oui, les lois ont changé là-dessus aussi, donc... Entre le début et la fin de votre carrière, vous avez vu le monde ouvrier évoluer beaucoup. Vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de changements en fait entre le début de votre carrière? Oui et non, parce que moi je suis pas restée assez longtemps. J'ai une collègue là qui est malade et elle aurait sûrement pu dire plus de choses que moi, parce qu'elle est restée jusqu'à la fin, parce que l'usine avait même changé de nom, tout ça. Donc elle s'est vraiment battue comme un lion, quoi, pour les conditions de travail. Et j'ai revu une ancienne collègue de travail là, il n'y a pas très très longtemps. Et puis, on s'était un peu perdu de vue, on se retrouve comme ça. Et puis, il me dit, ah ben dis donc, hein, qu'est-ce que tu nous as bien défendu quand même. Alors, j'ai dit, écoute, merci, c'est gentil. J'ai dit, jamais je ne l'avais entendu. Ça m'a impressionné. J'ai dit, bon, tout n'a pas été perdu, quoi. On n'a pas travaillé pour rien, il y en a qui s'en souviennent. Ça vous procure une certaine fierté? Oui, mais bon, oui, mais on aurait bien aimé quand même que la direction fasse moins de pression quand même. Et ça existait toujours, ça a toujours existé ce truc-là. L'année là, qui devait entre 50 et 100 francs à tout le monde, bon, il a fini par céder, mais il a quand même il a joué toutes les comédies. Un jour, il avait programmé un truc, il a arrêté les machines, donc silence radio dans l'usine. Alors, sur 500 personnes, je peux vous dire que ça change. C'est un brouhaha pas possible, il a plouf, il n'y a plus rien. Et là, on était encadrés des chefs de service, donc surveillés. Il est venu faire sa petite comédie, donc il a même pleuré comme quoi on était méchants avec lui, quoi. On lui demandait des choses qui n'étaient pas dues, parce qu'à moi personnellement au bureau, il m'avait même dit, de toute façon, pour punir les gens de votre espèce,
en attendant la mort, et il y a toujours la maladie, voilà. Et En attendant la justice divine, il y aura toujours la maladie et la mort pour vous punir. cette pression-là, elle s'exerçait de quelle façon au quotidien dans le travail Surveillance. Surveillance, et puis rapporter ce qui pouvait se dire, nos déplacements, si on avait eu contact avec un tel, voilà. Une fois, il y avait un débrayage justement par rapport au salaire. Donc, je sors dans les premières parce que personne n'ose bouger. À l'époque, on n'était plus que 2 délégués tellement il y avait de répression, alors qu'on aurait dû être 7 titulaires, 7 suppléantes. Donc personne ne veut venir, quoi. Et donc, je sors, et là, je rentre dans le vestiaire, et les gens, il n'y en avait qu'une ou deux à sortir, quoi. Et je vois le chef de bureau qui se met à l'entrée, comme ça, d'un air de dire essayez donc de sortir, quoi. Alors, du coup, quand j'ai vu ça, je le voyais du vestiaire, j'ai fait demi-tour, et je me suis plantée à côté de lui, et je fais pareil. Et il me dit madame, vous faites pression. J'ai dit oui, mais après vous. Donc j'ai dit si vous vous retirez, je me retire. Et du coup, tout le monde est sorti. En fait, les femmes qui travaillaient dans les usines, en fait, elles avaient 2 journées de travail. Il y avait la journée qui commençait à l'usine, et quand la journée de l'usine terminait, il y Il y avait en un avait autre une autre qui travail. recommençait. Ah, ça, c'est sûr. Et vous avez vécu ça aussi? Ah bah oui. Bah oui, en rentrée, il y a du boulot à faire. Bah oui, comme quand les enfants sont petits, bah, faut s'en occuper, hein. Quand ils vont à l'école, le début qu'ils vont à l'école, puis il y a les leçons aussi. Nous, on a débuté le ménage, on n'avait qu'une pièce. Et on était en sous-sol. Et après, on est passé à 2 pièces. On avait les toilettes dans le jardin. Et après, on est allé en HLM. Et nous, c'était le grand confort pour nous, ça. Alors, en quoi ça changeait votre vie, l'accès au HLM? Bah, disons, bah oui, plus de confort, quoi. Plus grand, plus de confort. Rien que pour le chauffage, bah, puis oui, moins de travail aussi, parce que quand il fallait descendre à la cave chercher le bois, il fallait faire sortir dehors, où on était, nous. Pas tout le monde comme ça, mais nous, c'était ça. Donc, du coup, le premier HLM où vous êtes allé habiter, c'était où? À la ZUP, donc dans le quartier de l'hôpital. On se trouvait bien là. Après, on a fait construire. On a été 7 ans et demi là. Et donc là, maintenant, on est dans un lotissement. Donc, il y a eu une belle évolution quand même. Oui, Euh, je voudrais qu'on revienne un peu au début de votre carrière. Euh, vous vous êtes senti comment dans cette entreprise? Bon, vous étiez toute jeune. Et comment est-ce que les jeunes étaient considérés quand ils arrivaient dans ces entreprises? ah ben, la réplique, c'était souvent ah ben oui, mais vous êtes jeune, donc vous savez pas. Alors moi qui étais déléguée jeune, alors c'est encore pire. Il faut vraiment être un petit peu. On parle de ce qu'on sait pas, quoi, pour la plupart. Donc quand on commençait à revendiquer, oui, ben vous savez pas ce que c'est. Donc on vous reprochait votre âge, quoi. Oui, on me l'a souvent reproché, oui, effectivement. Il y a- c'est- quelle était l'ambiance dans l'entreprise entre les personnes? Oh, c'était pas une mauvaise ambiance tant qu'on ne parlait pas de, effectivement, trop des conditions de travail et tout ça, quoi. Parce qu'après, là, du coup, ça amenait les différends, quoi. C'était, pour vous, c'était un monde uni ou... Oui, quand même, parce que les collègues, ça compte. Ben oui.
Mais il y avait des moments avec des moments difficiles. Parce que forcément, après, quand il faut prendre position, là, ça devient compliqué. Quand le patron impose quelque chose, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, il y a ça aussi, quoi. L'engagement dans le mouvement syndical, euh, vous l'avez vu évoluer entre... Bon, vous avez démarré très très jeune comme syndicaliste. Hum. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce mouvement syndical à Fougères? Ben, ça a bien changé déjà. Ben, justement, nos jeunes, on les voit plus pareil. Là, il y en a, mais c'est pas des engagés, quoi, on va dire. Il y en a sûrement, parce qu'il y en a qui viennent là, mais il y en a qui viennent là, il y en a qui vont à la CGT, il y en a qui... Mais c'est pas le... Ouais, on va pas dire que c'est pas le gros paquet, quoi. Je pense que c'est plus difficile aussi pour les jeunes de s'engager. Parce que l'insécurité joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Les entreprises évoluent, changent, ferment. Nous, l'évolution qu'on a connue, après 68, c'est comment la formation syndicale, le droit au local syndical, à l'entreprise. Comment dire il y a un mot que j'oublie. Ça a trait à la formation, mais... La formation permanente. Et on avait le droit de prendre nos heures, de formation syndicale sur le temps de travail. Que moi, j'ai commencé la formation syndicale, on venait le dimanche. Hein. Les réunions étaient le dimanche. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Après, les réunions le soir. Le conseil syndical, c'était le soir. Alors, on a fait une journée, on est hyper fatigué. Et conseil syndical le soir, moi, j'avais du mal à tenir. Je me serais même si on était partie prenante dans tout ça, on se serait endormi, quoi. Tellement on est fatigué. Puis après, il faut s'en aller. Puis c'est pas toujours bien vu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où on se trouve ici? Alors ici, c'est le bâtiment CFDT. Alors là, est-ce que je vais savoir rappeler l'historique ça a été acheté par la CFDT. Autrefois, ça devait être les impôts, quelque chose comme ça, ici. Alors, je sais plus trop l'histoire. Je sais plus trop l'histoire, mais c'est... Et quand on a rénové ici, il avait été lancé une campagne de... Comment dire on demandait aux gens et aux entreprises de financer. Alors, c'était plus compliqué pour les entreprises d'aller financer le truc syndical, quoi. Parce que le bâtiment était vieux. Il fallait le rénover, mais là, il y a des archives. Ça date de... je ne sais pas de quelle année, en fait. Parce que moi, j'ai toujours connu. J'ai toujours connu. Bon, j'ai 76 ans, donc ça fait déjà du temps. Aujourd'hui, ce local, il a quelle fonction? Alors, cette partie-là, c'est le local des retraités. Et l'autre partie, c'est les actifs. Donc, ils ont le bas, là, puis il y a une salle en haut. Et vous joignez, donc alors en tant que retraité, du coup, vous joignez souvent aux réunions qui ont lieu ici? Pour les retraités, voilà. Mais ça arrive des fois qu'on est en lien avec les actifs. Pas souvent, mais ça arrive. Le 1er mai à Fougères, on le fait avec les actifs. Alors comment ça se passe le 1er mai à Fougères? J'ai vu
Oui, bah alors quelques parce que photos là, derrière. oui, parce il y a une, comment dire, on rend un hommage à l'abbé Bridel, qui, à une époque de la cristallerie Fougerès, où effectivement les patrons avaient fermé parce que fallait voir les conditions aussi qu'ils avaient, et lui, il a maintenu en coopérative. Et c'est lui qui a sauvé la cristallerie Fougerès, et même pas mal d'emplois. Et donc c'est pour ça que tous les ans, au 1er mai, il lui est rendu un hommage. Alors comment ça se passe Alors, le rendez-vous était ici. Donc, il y a une gerbe de commandés. Et les actifs se joignent à nous. Bon, c'est vrai qu'on est maintenant le petit nombre. À une époque, on était beaucoup plus nombreux. Mais donc, maintenant, il y a juste le dépôt de la gerbe. Puis voilà, quoi. Justement, je rebondis un peu là-dessus, vous dites on est moins nombreux. Ah oui, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de toute cette culture, de tout ce monde ouvrier qui a fait vivre cette ville pendant plus d'un siècle en fait? On a l'impression que ça a un peu disparu. ben, il y a encore des syndiqués dans les entreprises. Mais bon, là, pour dire exactement ce qu'il en est, c'est plus les actifs qui pourraient... Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même énormément d'entreprises qui ont fermé. mm, Vous avez assisté à ces fermetures mm. au fil de votre vie. Dans la nôtre, oui. Ça vous semblait, comment dire, ça vous semblait une fatalité Oui, si on veut, mais il y a eu beaucoup de regrets quand même dans les gens, quoi. Les gens regrettent beaucoup leur entreprise, en fait. Elles ont toutes fermé les unes après les autres, mais tout le monde regrette. Tout le monde a fait des années là-dedans, quoi. Et tout le monde avait un amour de son travail, quoi. Même à une époque très ancienne maintenant, mais où les gens travaillaient même chez eux pour les entreprises. vous avez ressenti alors, cette fierté non pas de votre engagement syndical et d'avoir comment dire, le courage de vous affronter à la direction, mais la fierté de ce que vous faisiez? Oui, ben, on aimait bien le travail qu'on faisait, mais il y a eu aussi des moments où on s'est rendu compte que la direction prenait des orientations en même temps pour le travail, c'est-à-dire que allait laisser passer des choses qui avant n'auraient pas laissé passer. Et nous, ça nous paraissait aberrant de voir le travail passer comme ça, mal fait, on va dire. Donc ce qui pouvait être mal fini ou ce qui pouvait y avoir des défauts, ça pouvait passer. Alors il nous répondit que on était là pour exécuter, mais qu'on n'était pas là pour donner notre avis. Alors nous, on trouvait que ça ne rendait pas service à l'entreprise de faire partir du boulot comme ça. Mais on n'avait rien à dire. Comment vous expliquez que toutes ces entreprises fermées les unes après les autres? Ben, je sais pas, en fait. L'évolution, maintenant, je sais pas pourquoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a trop de travail qui part à l'étranger. On ne voit que ça. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées ailleurs. Moi, j'ai mon fils qui a travaillé à la SAGEM et à une époque, il allait beaucoup en Chine là, pour les portables. Enfin, il est allé plusieurs fois, du moins. Puis après, c'est les Chinois qui prennent, quoi. Et finalement, eux, ils sont passés à autre chose, heureusement. Mais à un moment donné, ça a été compliqué aussi. Alors maintenant, c'est Safran. Mais ça a été assez compliqué. Donc ils ont réussi à reprendre le dessus. Maintenant, ils sont plus à travailler sur les avions, des choses comme ça, quoi.
Et par exemple, Cyclone, qu'est-ce qui a causé la fin de Cyclone? Ben, je n'y étais plus déjà, donc depuis des années. Ben, il y a eu les changements de direction, les changements de cap, de façon de faire. Mais là, c'est plus ma collègue qui aurait pu. C'est elle qui a vécu ça, quoi. Et moi, j'ai moins. C'est vrai que j'ai moins suivi, du coup. Quand on est passé sur autre chose, et puis en plus, on a eu les soucis de famille et de santé. Et puis bon. Puis ces soucis-là de santé nous font un petit peu oublier pas mal de choses. On récupère après, mais faut quelques années. Je reviens un peu au tout début, là, pour finir notre conversation. Donc, en fait, un peu comme tout le monde, à l'âge de 14 ans, pour vous, enfin, c'était écrit, c'était comme ça. Oui. Vous êtes parti vers le monde du travail. Mais dans votre tête de jeune fille, à cette époque-là, vous aviez des rêves, vous aviez imaginé quelque chose pour votre vie? À l'époque, je me rappelle que j'avais imaginé un peu coiffeuse. Et puis, je sais pas si c'est que ça plaisait pas à mes parents, quoi. Enfin, maman, elle disait comme ça, oh là là, tu vas aller respirer des tas de produits là-dedans. Elle avait pas tout tort parce que maintenant je suis asthmatique. Enfin, à l'époque, je l'étais pas. Et puis, ils m'ont orienté vers la confection qui ne me déplaisait pas non plus. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça me plaisait bien, en fait, d'être un peu chiffon. Avec le recul, comment vous regardez votre vie professionnelle? Ah ben, c'est une vie marquée quand même. C'est une vie marquée parce qu'on a... Là, je ne vais pas tout raconter, mais il y a eu des moments hyper difficiles. J'ai vu des fois, au moment des élections, on a tout fait pour nous saborder, quoi. Mais vraiment tout fait, tout fait. Ils avaient même mis sur pied un syndicat maison. Et puis, et ce sont des... Et du coup, quand le jour des élections arrive, on n'a plus le droit, nous, de rien. Et ce sont des délégués d'une autre entreprise qui sont venus distribuer nos tracts pour informer un petit peu de ce qui se passait à l'intérieur de l'usine, ce que nous, on n'avait plus le droit de faire parce qu'il y a un délai. Et au final, donc, on est rentré à l'usine, les élections étaient l'après-midi, donc on rentre à l'usine à 1h30. Et puis, les gens qui faisaient partie du syndicat maison, oh, ils avaient le droit de vadrouiller un peu partout, de discuter avec Pierre, de discuter avec Paul et tout ça. Nous, il fallait surtout bien s'occuper de notre boulot, ce qui entre autres est normal. Mais je voyais pas pourquoi les autres, ils avaient le droit de courir comme ça. Enfin bref. Et puis, au bout d'un moment, parce que les gens, dans l'ensemble, étaient quand même pour nous, à part la petite équipe là, de syndicat maison. Et à un moment donné, je vois un gars de la coupe, il me regarde et puis il faisait comme ça. Je comprenais rien, mais je comprenais rien du tout. Et puis il me l'a fait plusieurs fois, je comprenais rien. Et puis du coup, voilà l'heure des élections, tout le monde va voter. Résultat des élections le soir, on l'avait remporté haut la main. Et du coup, je le recroise, il me dit, mais t'as rien compris. Il dit, je te faisais comprendre qu'il s'était déculotté, en fait. Ils se présentaient et au dernier moment, au moment de l'élection, ils ne se sont plus présentés. Donc je pense que la trouille de prendre une déculottée, c'est le coup de le dire. Et moi, j'avais rien compris. Ils me faisaient des signes et moi, je pigeais rien. Puis alors, il faut dire que j'avais tellement de pression, j'étais plutôt tendue, nerveuse. Donc, Dans votre démarche syndicale, vous avez eu l'impression d'avoir hérité de quelque chose de votre papa? oui, parce qu'il lui disait comme ça, faut pas vivre que pour soi. Donc lui, il avait toujours le souci des autres autour de lui. Donc c'était un peu ça, quoi. Alors le plus curieux, c'est que lui, c'est un prêtre de la campagne qui l'a mis là-dedans.
Alors maintenant, je pense pas, je suis pas sûre qu'on verrait ça, mais donc voilà. Et à l'époque, lui, il était ouvrier agricole et il lui avait dit, tu t'occuperas des ouvriers agricoles et tu les défendras. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, lui, voilà, il a inculqué. Bon, ça n'a pas. C'est vrai qu'on l'a tous été un peu. Euh, Pas tous été jusqu'au bout, mais oui, dans la famille, on dit tous un peu quand même. Pour vous, c'était évident On était 8 enfants. D'accord. Et pour vous, quand vous avez commencé à travailler, c'était évident que tout de suite vous alliez vous engager dans le syndicalisme? Oui, enfin, tout de suite, peut-être pas. J'ai été vite récupérée, enfin récupérée. Les filles, elles se sont dit, oh ben attends, la voilà, elle. Elle va sûrement pas la laisser à rien faire. Moi, je pense que j'aurais attendu un petit peu, quoi. J'aurais regardé un petit peu ce qui se passait. Je suis pas trop. Mais je n'ai pas été déléguée quand même du premier jour. Mais j'ai été quand même présentée. Donc, je suis rentrée en septembre. Ben oui, l'élection d'après, quand même, peut-être même pas un an après, quoi. Mais en suppléante. Donc voilà. Dire quand même que ça a été une vie compliquée parce que euh, l'inspecteur du travail que le patron me menaçait de temps en temps, je l'ai quand même eu. Je l'ai eu à la maison. Donc, et l'inspecteur du travail a été malin et donc il m'a contacté en disant qu'il m'aurait vu chez moi si je voulais. Et du coup, c'était plus libre. Mais du coup, il est venu vous voir. Ouais, et j'ai pu un petit peu raconter les conditions, quoi. Ce qui fait que vous avez eu gain de cause. Ben, un petit peu, oui, parce que du coup, lui après, disons que il m'a moins martelé, si on peut dire. Mais c'est. Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait du point de vue de l'inspection du travail? Ah ben c'est lui, il a juste voulu me faire peur. Il voulait me faire peur. Il pensait qu'il allait me mettre à dos, quoi. Un inspecteur du travail, en principe, c'est pas là pour ça. Normalement. Voilà. Oui, à une époque, pour me décourager dans mes responsabilités, donc ils m'ont déclassée, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait faire un travail de quelqu'un qui arrive, quoi. Alors que moi, j'étais à l'époque en catégorie F, donc A, B, C, D, E, F, hein, voilà. Mais par contre, ils n'avaient pas le droit de me déclasser en paye. Mais c'était juste pour le moral. C'était pour me saper le moral. Mais j'ai résisté. Donc, alors, là, en plus, ils m'avaient mis à une presse. Et la presse, à un moment donné, elle est tombée en panne. Donc, au lieu de faire tout un plateau, elle ne faisait que la moitié du plateau. Donc, il n'y avait que la moitié du boulot de fait. Donc, du coup, il fallait tout reprendre. Donc, on perdait du temps. Et quand j'expliquais ça, elle me disait que ça peut vous faire. Toujours pour. Alors qu'en principe, ils auraient dû être outrés de perdre autant de temps. Parce que eux, c'était toujours le temps, le temps, le temps. Et même le mécano, il était contre moi. Mais il avait le mot fait, quoi. Ça a duré combien de temps, ça? Ah ben, plusieurs mois. Plusieurs mois, je crois bien jusqu'à ce que j'arrête. Je crois jusqu'à ce que j'arrête. Une autre fois, on m'a fait miroiter un poste de contre-maîtresse par le biais de la famille. Mais bon, parce que mon mari avait une sœur qui était apparentée au chef de bureau. Et donc, sa sœur est décédée, mais son mari s'est remarié, donc justement avec quelqu'un qui était apparenté là. Et là, donc du coup, on se voyait dans la famille. Et eux, ils disaient comme ça, bah oui, mais tu vois, tu lâcherais tes responsabilités, tu aurais un poste de contre-maîtresse.
Ça, c'est eux qui me le disaient. Le patron, lui, il ne me l'a jamais dit. Alors, il pensait que j'aurais lâché. Mais le poste, je l'aurais jamais eu. D'abord, les postes étaient pris. Et donc, bon, ben, ça n'a pas marché non plus, ce truc-là, quoi, voilà. Ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'une pression de la direction, mais il y avait Ah oui, aussi... par le biais extérieur. Une année, alors, parce qu'on avait un petit peu les mêmes conditions dans toutes les usines quand même. Et une année, le clergé s'était mis en tête de faire le même sermon du 1er mai sur les conditions de travail. Alors là, ça s'était jamais vu, hein. Et du coup, le lendemain, on retourne à l'usine, quoi. Et là, les filles nous disent comme ça, eh ben là, si vous n'êtes pas convoqué au bureau ce matin, ça m'étonnerait, hein. Et de fait, on a été convoqués. On a été convoqués et on s'est fait engueuler à cause du sermon. Donc du 1er mai, qui était sur les conditions de travail, et que de toute façon, c'était les gens qui mettaient les pieds à l'église qui étaient les plus vaches. Et du coup, en fait, ce sermon, c'était le curé de la paroisse qui l'avait... Oui, mais c'était tous entendus pour faire le même, dans les 3. Donc forcément, toutes les entreprises étaient au courant, parce que l'église de Saint-Léonard, là, c'est le haut, comment dire, les grosses têtes de Fougères. Donc, les grosses têtes, les grosses entreprises, Alors, et du coup, les autres églises, c'était Saint-Sulpice oui, et Bon-Abri, et Bon-Abri. qui Donc, était un quartier ouvrier. voilà. Et Saint-Sulpice, comment vous le voyez, vous, ce quartier? Plutôt comme un quartier populaire, non? Oui, oui, parce on a fait partie longtemps de ce quartier-là. Après, on est parti à Les Upes, on faisait partie de Bon-Abri, et où on est revenu, c'est encore Saint-Sulpice. Moi, j'y vais plus, mais bon. Vous vous souvenez des noms des curés de l'époque? De ces 3... Ouais. Et ils sont toujours en vie? Celui de Saint-Sulpice, oui. Saint-Léonard. Saint-Léonard, ben, je sais plus, je crois, mais je sais plus. Et alors, vous étiez à la messe ce jour-là? Ouais. Et vous vous souvenez un peu de... Ah, je dis là, on sort sûrement s'en prendre une. Et en fait, c'était le même sermon Oui, dans les 3 églises. oui, Donc, ils s'étaient vraiment... entendu, oui. Voilà. Ils se sont réunis, ils ont fait la même chose. Parce que, bon, sans doute, ben, ça se répercutait quand même, les conditions de travail un peu partout, quoi. Et c'était pour le 1er mai. Voilà. D'accord. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est... attendez, je sais plus, 66 peut-être, je sais plus trop. Oui, 66, parce que après on était à la ZUP, donc on n'aurait pas été à Saint-Sulpice. Je crois que c'est 66, un truc comme ça. Donc, en 66, vous alliez encore à Saint-Sulpice. C'est ça? Ouais. D'accord, d'accord. Ok. Et vous vous souvenez du nom, alors, du curé de Saint-Sulpice de l'époque? L'abbé Badier. Non. Non, c'est après Dommage. lui. Hein? C'est après lui, La mémoire. non plus. Ah ben là, je donne ma langue gauche. Là. Il n'est plus prêtre. Chanterelle, Je l'ai pas connu. non. Je l'ai pas connu. Ouais, c'est vrai que lui, il s'était vraiment mouillé, quoi. Ça semble... Ouais, c'était vraiment mouillé. Eh oui. Mais c'est vrai que de ramener quand même la famille au travail et tout, quoi, c'était quand même... Ils utilisaient tous les moyens, en fait, pour faire pression. S'ils voulaient que quelqu'un s'en aille... à l'époque, on n'avait pas... Enfin, à l'époque, maintenant non plus, on n'avait pas le droit de licencier un délégué. Donc, en même temps, on n'était pas là non plus pour en profiter.
Mais c'est vrai que des fois, les gens ne s'imaginaient pas toujours, mais quand on était quand même pris dans un truc comme ça, là, quand même, ils voyaient bien que quand on était devant le patron, on lâchait rien, quoi. Parce que des fois, pour nous embêter, des fois, certains nous disaient comme ça: «Ah oui, ben, vous avez de la chance, durant ce temps-là, vous n'allez pas travailler, vous êtes convoqués», alors voilà. Sauf que pour prendre la place, il n'y avait personne. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses difficiles à vivre. Maintenant, je regrette rien non plus parce que bon, ben, je l'ai pas fait que pour moi. J'ai même surtout pas fait pour moi parce que je n'ai rien eu à gagner. Et des fois, dans la famille, c'est pas terrible non plus. Parce qu'on vous reproche ce que vous avez fait. Un peu, oui. Ben, de se mouiller à ce point-là, quoi. Ça embête un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même un peu à distance de tout ça, donc Mm. c'est plus serein. Oui. C'est plus serein, puis aussi il y a des gens qui sont plus là, donc ils peuvent pas voir non plus, quoi.